Bah, on m'a crié dessus pendant une demi-heure en disant: «Mais poussez madame, poussez, mais non, pas comme ça, poussez». Bah, on se dit: «Bah, en fait, je suis nulle, je sais pas accoucher» et on est allé chercher mon bébé avec la ventouse, avec ce que tu veux et en fait, j'ai pas été capable de mettre au monde mon enfant. Mais comment je peux être capable d'être une bonne mère derrière? Bienvenue dans Paltange et Postpartum, le podcast des boobies. Le postpartum, un tourbillon à la fois puissant, bouleversant et profondément transformateur. On nous parle beaucoup de l'accouchement, mais si peu de l'après. Pourtant, celles qui y sont déjà plongées le savent. Il y a les doutes, la fatigue, les cernes, ces journées qui semblent parfois interminables, mais aussi et surtout des moments de bonheur intense et cette incroyable redécouverte de soi en tant que mère. Dans Paltange et Postpartum, je vous propose d'explorer ensemble cette période unique. Aux côtés de professionnels de la maternité, de la petite enfance, de la santé et du postpartum, on ouvre le dialogue pour vous offrir des repères et des clés concrètes. Parce que traverser le postpartum, c'est plus doux et plus fort quand on est bien accompagné. Donc, bonjour, aujourd'hui je reçois Julie qui est sage-femme. Elle a fait 10 ans de carrière hôpital dans un CHU niveau 3. Et puis après elle s'est mise à son compte en libéral. Donc elle travaille dans un cabinet de sage-femme à Montpellier avec 3 autres sages-femmes. Et c'est assez sympa parce qu'elles font de manière plus large en tout cas de s'occuper des femmes. Donc je te laisse un petit peu présenter tout ce que vous avez au cabinet. Bah oui, c'est vrai déjà on a une sage-femme qui fait des échographies et puis on s'est spécialisé un petit peu toutes les deux avec Sophie. Moi, je fais plutôt le suivi des bébés, elle fait plutôt tout ce qui est rééducation du périnée. Elle fait encore des gardes à la clinique. Et on a voulu, on est vraiment dans l'écoute, on essaye en tout cas d'être dans l'écoute de la femme et d'essayer de la préparer au mieux, la femme et puis le couple. Et on s'est formé à différentes techniques. Bon, moi, je m'étais formée déjà à l'acupuncture, mais on s'est formé au yoga avec Sophie. Et là, dernièrement, on a fait on s'est formé à la méthode Bonaparte, donc qui est vraiment une méthode qui prône l'accouchement physiologique. Voilà, on est convaincus toutes les deux. Je pense que la physiologie reste c'est le rôle de la sage-femme, c'est d'encourager la physiologie. Donc, on va là-dedans pour développer ça. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment on peut rendre justement la femme plus autonome lors de l'accouchement, mais aussi de son postpartum. Est-ce que toi, déjà, tu as des petits tips? Je sais que tu en donnes plein parce que j'ai été suivie par toi, donc sur comment on peut faire pour être un peu plus autonome le jour J, quand c'est notre premier enfant ou quand c'est notre deuxième et par exemple notre premier accouchement s'est pas bien passé. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aller au-delà de cette peur-là et être autonome dans notre accouchement? Je pense que déjà, la base, c'est qu'il faut préparer les femmes à ce qu'elles accouchent, elles. Et ce n'est pas le personnel hospitalier qui va les faire accoucher. Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème. Elles arrivent en disant de toute façon, c'est bien sympa tous vos cours de préparation à la naissance, mais moi, le jour J, j'aurais bien une sage-femme qui va m'expliquer quoi faire. Sauf que dans l'état actuel des choses, ce qui nous blesse profondément, puisque nous, on aimerait une femme, une sage-femme, on revendique ça depuis des années, ce n'est pas possible. C'est une sage-femme pour 3 à 4 femmes. Donc forcément, pour te donner une idée, quand on est bloqué sur un accouchement, que ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, on ne peut pas aller voir les 3 autres, quoi. Donc, avec tout ça, les encourager, les soutenir, c'est pas possible. On fait que le travail médical qui est de vérifier que le col se dilate bien, que le bébé progresse bien. Donc l'idée, c'est vraiment de les rendre plus autonomes. Et notamment, moi là, assez récemment, avant je leur disais, mais il y a tout ce qu'il faut, il y a le matériel, prenez pas vos ballons, prenez pas vos coussins. Et en fait, non, je me dis, si vraiment tu veux les autonomiser, qu'elles amènent, qu'elles fassent comme à la maison pour se sentir libres de leurs mouvements. Donc je pense qu'il faut vraiment les préparer sur le fait qu'elles vont être seules à gérer. Elles seront là, bien sûr, l'équipe sera là, mais qu'elles vont être quand même
un peu isolée et peut-être justement perdue dans l'idée que de toute façon, on allait tout faire pour elle et que quand on va leur dire non, mais ah bon, mais c'est à moi de faire, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc, comment ça va se passer? Mais je sais que par exemple, moi, sur mon deuxième accouchement, ça m'avait vraiment aidé justement d'être isolée. Oui. Parce que j'avais mes petites astuces pour pouvoir créer mon environnement. Et ça m'avait aidé. Contrairement au premier, où justement, il y avait plus un passage ou quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est pas mal de pouvoir amener son propre ballon, ses propres petites choses, parce qu'on ramène un peu la maison dans cet environnement-là aussi, quoi. Et je trouve que c'est vraiment important, quoi, de se sentir bien à un endroit aussi où on va accoucher. Alors, c'est hyper important, mais je sais qu'on va en parler aussi sur un prochain podcast, mais on va sécréter, quand on va accoucher, on va sécréter une hormone qui s'appelle l'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour. C'est la meilleure drogue qui existe, elle est hyper contagieuse, sauf qu'elle est complètement inhibée par les hormones du stress. Et quand tu te sens en insécurité, du coup, tu n'as plus de sécrétion d'ocytocine. Donc pour ça aussi, c'est hyper intéressant de se sentir à l'aise dans la salle, comme à la maison, comme tu dis. Et du coup, en termes d'autonomie, une fois qu'on est un peu toute seule finalement à vivre ça, il y a un coparent, il y a quelqu'un qui est là aussi. Et comment on peut encourager encore plus justement à vivre cette autonomie-là? Je pense qu'elle se prépare. Ouais. Donc c'est tout l'intérêt des cours de préparation à la naissance. On ne peut pas arriver comme ça. Faut déjà se préparer physiquement, puis à toutes les éventualités, les possibilités. Et je reviens à ce que tu disais aussi, c'est important. Moi, c'est ce que je conseille de faire sur les projets de naissance. Tu sais, les souhaits que le couple peut faire à la naissance, en disant, est-ce que vous avez plutôt envie qu'on vous laisse dans votre bulle? Et dans ce cas-là, vous le notez. Moi, j'ai envie d'être dans ma bulle avec mon amoureux, à faire tout ce qu'on a appris justement avec, par exemple, la sage-femme. Ou au contraire, non, on a besoin que la sage-femme, les professionnels, l'auxiliaire de puériculture, elles puissent venir assez souvent pour nous dire tout ce qui se passe. Tu as des couples comme ça, ils veulent savoir tout ce qui se passe, puis tu en as, non, tant que ça roule, pas d'intervention. Okay. Mais ça, c'est très... Mais je pense, du coup, ça se prépare en amont, tout ça. Oui, je pense qu'il ne faut pas avoir honte, justement, de donner ces vœux-là un petit peu aussi, même si tout peut changer, forcément, dans un accouchement, mais je sais qu'il y en a certains où ils ont leur carnet vraiment avec tout le projet, et ils arrivent direct, ils le donnent, comme d'autres qui vont vraiment plus être dans le retrait et attendre qu'on leur pose des questions, donc après, chacun fait un peu à sa sauce. Et la crainte numéro 1 des femmes lors d'accouchement, c'est quand même la douleur. Ouais. Comment on fait justement pour cette peur-là, pour pas qu'elle prenne le dessus? Et est-ce que ça fait vraiment mal un accouchement? Ça, c'est dans les mœurs, là. C'est comme avant, à des certaines époques, de toute façon, avoir des relations sexuelles, ça faisait mal. Aujourd'hui, non, ça ne fait pas forcément mal. Et ça peut même faire beaucoup de bien d'avoir des relations sexuelles. Et je pense que tant qu'on n'aura pas aussi changé les mentalités, accoucher, ça fera mal. Et moi, il n'y a pas que cette notion-là, parce qu'elles ont peur de tout arriver trop tard à la maternité. Donc moi, je leur dis, c'est pas comme dans les films, c'est pas frein à main. Et voilà, mais ça, je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Déjà, nous, on a un rôle en tant que femmes de transmettre ça à nos enfants, à nos filles, de dire que... Au-delà de la grossesse, il y a tellement de choses qu'on peut leur initier sur la base, sur la sexualité, sur leur corps, le fait de déjà mieux connaître leur corps, connaître la physiologie, comment ça marche un cycle et comment ça marche le fait d'avoir des enfants, comment ça marche la grossesse, comment ça marche le fait d'enfanter, et pas forcément leur marteler la tête en disant que ouais, ça va faire mal. Donc... ça aussi, ça se prépare parce que souvent, quand on va croiser une femme enceinte, on a cette manie d'aller lui raconter à cette gentille femme enceinte que c'était horrible notre propre accouchement. Et du coup, ça, je leur dis surtout, vous arrêtez, vous regardez des vidéos que de femmes qui accouchent toutes seules dans la nature, qui vivent des choses... magnifique et pas
Parce qu'en fait, ton cerveau, il retient que c'est négatif, c'est pas bon pour ma survie. Donc forcément, elles vont déjà avoir des sensations désagréables alors qu'il n'y en a même pas encore. Donc il faut effectivement que ça change, mais ça prendra du temps, je pense. Ouais. Après, heureusement, il y a justement de plus en plus de mamans qui se filment en train d'avoir des bébés de manière physio. Alors oui, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément totalement agréables, mais on voit que ça va, c'est pas la mort non plus, et que ça se passe bien, quoi. Donc ça, c'est chouette de le voir justement un petit peu dans le paysage aujourd'hui. Je trouve qu'il y a quand même 5-10 ans, ça se voyait beaucoup moins, donc c'est quand même plus sympa. Et je te racontais tout à l'heure, mais voilà, moi j'ai le souvenir, alors que je venais juste d'être mariée, d'une copine qui nous annonce que elle a accouché et qu'elle a eu le plus gros orgasme de toute sa vie à l'accouchement, quoi, et que vraiment elle voulait y retourner le lendemain. Donc il y a des choses qui peuvent se passer et qui ne sont pas juste « Ouh là là, j'ai mal, vite, quoi ». Non. Donc, Bien sûr, l'idée des cours de préparation à la naissance aussi, ce qu'on propose, toutes les sages-femmes, c'est en gros, on dit aux femmes, vous savez accoucher votre corps, il sait faire. Il n'y a pas besoin de vous apprendre. On a besoin de vous apprendre, de vous aider à gérer les sensations. Comment vous allez vous comporter face aux sensations. Et l'idée, c'est de vous donner une boîte à outils. Cet outil-là, il fonctionne, je le garde, il ne marche pas, je change, j'en prends un autre. Et en plus, on redevient, comme on disait, acteur. On s'autonomise, on revient. Donc, moi, j'aime bien voir les choses de cette façon-là. Et oui, et leur dire, mais comme tu dis, exactement, leur dire, oui, ça peut même être un bon... Ah, c'est pas possible, si, ça peut être... c'est comparé quand même à un acte sexuel, hein. Ça peut être fou ce que je dis, mais c'est les mêmes hormones, c'est les mêmes zones du corps qui sont sollicitées, donc pourquoi pas, bien sûr. Pourquoi pas prendre du plaisir à accoucher. il y en a, heureusement, quoi, parce que ça montre un petit peu aussi qu'on enlève ce qu'on peut voir dans les films. Exactement. Tu en as parlé tout à l'heure avec le frein à main et tout ça, et en fait, jamais ça va se passer comme ça. Et je pense il faut remettre un petit peu cet acte-là dans sa réalité et enlever ce côté aussi surmédicalisé où la femme ne sait pas faire, donc du coup c'est le docteur qui va faire entre ses petites jambes. Et je pense qu'en effet, là, oui, ça fait mal, il y a tout ça, alors que si on est préparé, qu'on connaît des outils, on peut vivre des choses qui sont vraiment chouettes et se sentir aussi dans son accouchement, quoi. Donc, justement, toi, du coup, tu m'as suivi pour mon premier. C'est vrai que moi, j'avais vraiment une différence entre les deux accouchements, d'avoir eu l'impression presque qu'on m'ait volé mon accouchement parce que très long, péri, super long, machin, et un deuxième où j'ai eu l'impression d'être vraiment en charge. Et je pense que ça fait partie aussi de comment on rend cette femme-là plus autonome. Toi, pour rendre une femme plus en charge de son accouchement, si tu as un conseil, peut-être, ça serait quoi? Ou un ou deux? Qu'est-ce qui te vient en tête Anticiper. Comprendre, déjà comprendre comment ça va se passer, le corps, mettre un maximum d'outils dans sa boîte et soutien, bienveillance, parce que de toute façon, c'est décrit que on va... Alors, je parle de l'accouchement sans péridurale, mais on va à un moment aller au-delà de ses limites et on va avoir besoin de l'autre. Donc, il faut aussi mettre en place puis des plans A, des plans B. La péri, ça peut être un super plan B si tout ne fonctionne pas comme prévu. Donc, anticiper, je crois que plus on anticipe, mieux c'est. Tu avais trouvé une étude aussi sur la satisfaction, c'est ça? Oui, exactement. J'avais trouvé une étude sur la satisfaction et ça m'avait surpris parce que on se dit mais comment la femme elle évalue son accouchement. Alors moi je pose souvent la question et non, elle évalue pas son accouchement en fonction des sensations, du degré de sensation de douleur qu'elle a pu subir à ce moment-là, pas du tout. La première chose qu'elle va évoquer, c'est est-ce qu'elle a réussi à atteindre ses objectifs. Donc ça va être hyper important pour la satisfaction de la femme. Ensuite, c'est est-ce qu'elle a eu suffisamment de soutien. Alors ça peut être soutien de son partenaire, ça peut être soutien de l'équipe. Ils ont même fait une étude où ils ont mis une personne, on lui a dit « tu ne connais rien à l'accouchement, c'est pas grave,
Tu te mets juste à côté de la dame, tu lui tiens la main, tu dis c'est bien ce que vous faites, c'est super. Et bien, ça a amélioré plein de paramètres de la naissance, notamment la quantité de soutien. Et alors qu'elle ne connaissait pas. Donc, voilà, la qualité de la relation avec le soignant, ça, je pense que c'est aussi hyper important qu'elles se sentent en confiance. Donc ça, c'est ce qu'elles ont soulevé, les femmes. Et le fait aussi, très, très, très important, la possibilité de participer aux décisions. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important parce que c'est encore une fois, ça leur remet dans leurs compétences. Je suis actrice de mon accouchement, donc j'ai participé, on m'a expliqué, Et là, je rebondis sur ce que je t'expliquais tout à l'heure, cette fameuse méthode de BRAIN, B pour bénéfice, R pour les risques, A pour les alternatives, I pour l'intuition et N pour ne rien faire. Donc, en gros, à chaque décision, on doit me déclencher. OK. On doit me déclencher parce que j'ai dépassé ma date prévue de l'accouchement. C'est quoi les bénéfices ? C'est sûr qu'au bout d'un moment, on sait que le placenta s'altère, qu'il y a des petites microcalcifications qui se font. Donc, le bénéfice, c'est quand même que mon bébé reste en bonne santé. Les alternatives, c'est quoi ? On peut peut-être attendre quelques jours, on peut peut-être pas déclencher et préférer que les choses se fassent naturellement. Est-ce qu'on déclenche ? Les risques, on les connaît. Ça peut être de mettre d'attendre et de diminuer les apports nutritifs au bébé avec ce placenta qui va se calcifier. Qu'est-ce que la femme, elle ressent au fond d'elle ? C'est quoi son intuition ? On dit que les femmes enceintes, elles développent ce 6e sens. Et on le dit, nous les sages-femmes, on se dit, la femme qui arrive, qui dit « j'ai peur de mourir, je ne le sens pas », on n'aime pas ça du tout. On sait qu'elle on ne va pas prendre du tout à la légère. On dit, elle est complètement folle, celle-là. Non. Ah oui. De toute façon, tu l'as vécu, tu as des rêves bizarres, tu as cette confrontation entre la vie et la mort. Tu portes la vie, et donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment écouter cette intuition chez la femme enceinte. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent ? Ah ouais, je le sens pas. Je me dis que là, il faut que j'y aille, que ça craint pour mon bébé. Ou non, moi, je suis sûre que mon bébé, il va bien et qu'il n'est pas prêt. C'est pas le moment. Donc, arrêtez de vous affoler. Moi, je sais que ça va aller si on attend une semaine de plus. Et après, si on fait rien, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc. Et du coup, ce fameux brain, on peut l'utiliser le jour J, oui. Mais sur tout, fait, grosso modo. De toute façon, oui, même en dehors de la grossesse, de l'accouchement, j'ai une décision à prendre, je dois changer de boulot, je fais la méthode BRAIN et puis je vois... Ouais, et on prend entre les alternatives et prendre aussi peut-être... On arrive à prendre du recul, ce qui est parfois compliqué dans ces moments un peu vifs. Et si tu appliques la méthode BRAIN normalement avec ta patiente, avec ta femme, tu peux être sûr que tu es en tout cas recueilli, par exemple, cet exemple que je te donne. OK, la dame, on la déclenche. On dit, OK, madame, vous avez dépassé le terme, on décide de déclencher, c'est OK pour vous. Et c'est par rapport à rebondir pour le fait du choix de la décision, elle a eu un consentement, on a recueilli un consentement libre et éclairé. Ça veut dire que la femme, elle s'est sentie libre de nous dire non, elle s'est sentie suffisamment informée pour pouvoir se sentir concernée par la décision. Mais ça, en effet, je pense que s'il y a cette anticipation aussi dans tous ces cours aussi de prépa à l'accouchement, on peut arriver à avoir ce consentement hyper libre et savoir, OK, je sais qu'en fait, j'ai aussi ça comme alternative ou j'ai ça. Parce que si on n'a pas fait tout ça, en fait, on arrive et on va écouter la blouse blanche, malheureusement, et après, on va peut-être se dire, mais peut-être que si j'avais su, j'aurais pu peut-être demander autre chose. Ouais, alors que des fois, il suffit juste expliquez-moi. Ouais. Expliquez-moi ce que vous allez faire, expliquez-moi pourquoi on fait ça, mais on n'ose pas, je pense. On n'ose pas. On n'ose pas pour un premier. Oui, pour le deuxième, on ose beaucoup plus. C'est ça. Oui, donc du coup, il ne faut pas avoir peur d'oser et de se préparer, du coup, pour le jour J, quoi. Et est-ce que toi, avec tous les suivis aussi de maman que tu as fait, de bébé, tu as vu une différence sur une maman qui a été autonome pour son accouchement, sur comment elle se comporte en postpartum ou pas ? Pour toi, est-ce que c'est la même chose ? Non, bien sûr que non. C'est tout l'intérêt de ce qu'on disait, de développer les compétences des femmes à accoucher. C'est que derrière,
comme elles se remettent au personnel médical pendant leur grossesse, pendant leur accouchement, finalement, elles sont un peu perdues. Après, est-ce que je sais faire ? Mais oui, si tu as enfanté, si tu es capable de tout, en fait, si tu es capable d'accoucher. Donc, du coup, oui, je suis la meilleure personne. Ce que tu disais, j'adore cette phrase. Je suis la meilleure personne pour m'occuper de mon bébé. Mais si, en fait, j'ai eu, alors je prends un exemple, mais j'ai eu une péridurale, elle était trop dosée. Finalement, on m'a crié dessus pendant une demi-heure en disant « Mais poussez, madame, poussez, mais non, pas comme ça, poussez ». On se dit, en fait, je suis nulle. Je ne sais pas accoucher. Et on est allé chercher mon bébé avec la ventouse, avec ce que tu veux. Et en fait, je n'ai pas été capable de mettre au monde mon enfant. Mais comment je peux être capable d'être une bonne mère derrière ? Et c'est là où il faut trouver le moyen de leur redonner confiance en elles. Et je pense que ce qui est vicieux en plus, c'est qu'il y en a qui vont se le penser, mais même des mois après, sans s'en rappeler que c'est à cause de ça, en fait. Mais bien sûr. Donc... Du coup, après, il faut aller voir un psy, ça fait du bien pour régler pour la suite. Mais c'est dommage parce que ça enlève ce pouvoir qu'ont les femmes à être des mamans. Exactement. Et des vraies mamans pour leur petit bout qu'elles ont porté pendant X mois. Et finalement, cette autonomie, elle est hyper importante, quoi. Hyper importante. Et qu'on veuille une péri ou qu'on veuille pas de péri, c'est même pas la question, quoi. Et je pense qu'il y en a souvent qui s'arrêtent là, en fait, en se disant « Non, mais moi, mon projet, je veux la péri. » Donc, c'est pas grave, non, en fait, ton accouchement, tu vas le vivre et il faut que tu en sois en charge parce que quand tu vas demander ta péri, c'est toi qui l'auras demandé. Exactement. Et c'est pas la même chose que, voilà, je suis allongée sur le truc parce que j'attends que... vous êtes sûre que vous voulez pas la péri ? Parce que là, vous devriez la prendre. Puis l'anesthésiste, il est là. Dans une heure, il sera pas là. C'est pas sa décision. Ouais. Mais c'est les trucs terribles, en fait, comme ça, où on se fait voler ces petits moments-là et du coup, on passe outre cette autonomie, quoi. Oui, et puis il y a beaucoup d'infantilisation. Faut faire comme ça, faut te posturer comme ça. Alors qui on est, nous, pour savoir qui on est, en fait. Il suffirait juste de les observer, les femmes, et je pense qu'on apprendrait beaucoup plutôt que de dire non, allongez-vous, on va mettre les gants. Moi, je sais faire, quoi. Moi, je vais t'accoucher parce que moi, je sais faire. Non. La femme, elle n'a pas besoin de toi, en fait, pour accoucher. Mais même sur le fait de pousser. Moi, j'ai un souvenir, même pour mon deuxième, alors que j'étais hyper en charge de mon accouchement, la gynéco qui était super à part ça, mais qui me disait non, c'est pas comme ça qu'on pousse. Ouais. Et j'étais là, alors... Tu veux te mettre à ma place? Comment on va t'expliquer? Et c'est vrai que souvent, des fois, on se dit, je vais lui faire plaisir, comme ça, elle va arrêter de m'embêter, cette personne-là. Et c'est les trucs où on se dit, non, sois autonome sur ça aussi, et pas peur, parce que ton corps, il sait faire, quoi. Exactement. On oublie souvent que nos corps, ils ont été créés pour ça, quoi. La nature, elle a tout prévu pour nous. Donc, du coup, si on reprend les petits tips. Fais une prépa accouchement, vraiment où on fait la vraie prépa, quoi. Et on pose les questions, on n'a pas de questions bêtes, et on prend tous les tips possibles. Exactement. Même s'il y a des trucs où on se dit, mais ça, est-ce que ça va vraiment me servir? C'est pas grave. Le jour J, on prend. Ensuite, projet de naissance. Oui, pour moi, c'est hyper important. Une fois qu'on est à l'accouchement, on communique tout ça, j'imagine. Est-ce que du coup, le coparent, à ce moment-là, quand même, il n'a pas aussi un rôle un petit peu sur... Si, pour moi, c'est hyper important. C'est que la femme, elle doit vraiment rester dans sa bulle, elle doit rester connectée avec son enfant qui va naître, parce que, justement, il y a un enjeu hormonal, et on va en parler aussi plus tard. Et presque, il ne faudrait pas intervenir. Donc, justement, le coparent peut avoir cette place-là de dire « Ok, quel message vous voulez passer ?» Moi, je peux lui dire « Ou là, il n'y a pas besoin, on a besoin de comprendre ce qui se passe, il y a un problème. » Mais oui, donc c'est un peu le... C'est le garde-fou. Le garde-fou, okay. Exactement. Et donc après, on accouche. Et après, on continue à garder cette autonomie-là. Et si on oublie, on utilise Brain. C'est ça? Ouais, ça peut être bien, mais c'est surtout que je pense qu'on a un gros rôle à jouer, nous les professionnels, vous allez y arriver, de bienveillance, de valorisation. Et quand on cherche des sages-femmes aussi pour notre prépa à l'accouchement, pas hésiter à aller en voir, poser ces questions-là. Oui. Parce que, par exemple, moi, sur le premier, j'étais suivie par une autre personne et ça ne matchait pas du tout. Et du coup, je vous avais découvert, j'étais en mode, non, c'est elle que je veux. Et donc ça, on a le droit, quoi, aussi. Parce que je pense que souvent, on a l'impression de, ça y est, je suis allée voir quelqu'un. Non. On peut changer jusqu'au
jour J presque. Oui. Mais, c'est important d'avoir un bon contact. Donc moi, je leur dis, si ça ne matche pas avec moi, changez. C'est tellement important que vous ayez un bon ressenti. Bon, je pense qu'on a déjà donné plein de petites clés sur l'autonomie. On se retrouvera du coup sur un prochain podcast très bientôt avec notre thème. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, à bientôt. À bientôt.